Le soleil de midi était un témoin silencieux et impitoyable. Le coup de fusil était une détonation nette et perçante dans la chaleur What infinie is de the la meaning plaine. of this? Ils étaient là, dehors, cachés dans les vagues de chaleur scintillante qui s'élevaient de la terre desséchée et tournaient autour de son range solitaire comme des vautours. Il savait qu'il était seul. 20 ans. Pendant 20 ans, il avait fixé la même fenêtre décolorée par le soleil, son seul compagnon, l'esprit d'une promesse qu'il avait faite. Il pensait que la solitude était la seule bataille qui lui restait à livrer. Il s'était trompé. Une autre guerre venait de commencer dans sa propre maison. Il risqua un regard en dehors de la fenêtre, vers les coins sombres et frais de la pièce principale, vers les 4 d'entre elles, 4 filles Cherokee, leurs visages marqués par une peur qui reflétait la sienne, leurs yeux reflétant la lumière aveuglante de l'extérieur. Elles étaient venues à lui ce matin-là, cherchant refuge, mais leur offre de paiement était plus dangereuse qu'une balle. Il était un homme qui se noyait dans la solitude et elle lui avait offert un océan. Maintenant, l'eau montait. Les cris de l'extérieur devenaient plus forts. Il savait qu'il pourrait ne pas survivre à la journée. Mais la vraie, terrible question n'était pas de savoir s'il survivrait aux hommes avec les fusils, mais s'il survivrait aux 4 vierges qui attendaient sa réponse. Et, avant que nous découvrions ce qu'il a choisi, faites-moi une faveur. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi où cette histoire vous a atteint. J'adore voir à quel point ces vieilles histoires de décisions impossibles parcourent le monde. Et si vous êtes prêts, appuyez sur le bouton « Like ». Johannes Berger appuya son front contre la vitre fraîche de la fenêtre. La chaleur dehors était si intense qu'elle faisait trembler l'air au-dessus de la plaine poussiéreuse comme si elle respirait. 20 ans. 20 ans qu'il avait cultivé cette terre de ses propres mains, 20 ans qu'il n'avait plus vu un autre visage humain qui ne soit déformé par la mire d'un fusil. La maison était son bastion, sa forteresse et sa prison. « Monsieur Berger !» La voix était douce, tremblante de peur. Il se tourna lentement. Les 4 filles étaient toujours accroupies dans l'ombre de la grande cheminée, si serrées les unes contre les autres qu'elles semblaient former une seule masse tremblante. Leurs vêtements colorés en tissu tissé et en cuir semblaient étrangers et fragiles dans la hutte spartiate. La plus jeune, à peine âgée de 14 ans, s'accrochait à la main de l'aînée dont le visage dégageait un calme déterminé malgré la peur. « Il va faire sombre !» dit l'aîné, dont le nom était Ayoka. « Ils amènent la nuit avec eux !» Sa voix était calme, mais ses yeux, sombres comme des noix, trahissaient la peur derrière. « Les hommes dehors, ils n'attendront pas !» Johannes hocha lentement la tête. Il le savait. Les coups de feu s'étaient rapprochés. D'abord, des coups de semonce seulement. Maintenant, tirer délibérément l'air pour l'intimider. Il savait qu'il était seul. Il savait qu'il ne pouvait espérer aucune aide. « Pourquoi êtes-vous venu à moi ?» demanda-t-il, sa voix rauque d'un usage rare. « Il y a d'autres endroits, des établissements, le poste de l'armée. » Ayoka se redressa, ses épaules droites, malgré sa silhouette mince. « Parce que vous êtes le seul qui comprend. » Elle désigna du menton les murs de la hutte, les meubles simples et massifs, les outils soigneusement accrochés au mur. « Vous avez vécu ici, une vraie vie, pas comme les autres dans la ville qui ne font que prendre et détruire. » Un autre coup de feu, cette fois plus près. La balle frappa le mur de bois à côté de la fenêtre, faisant voler des éclats. Les plus jeunes filles sursautèrent, étouffant un cri. Johannes sentit son poing se refermer automatiquement, les muscles de son cou se tendre. Partie 4. 20 ans de solitude ne l'avaient pas rendu plus doux, seulement plus silencieux. « Que m'avez-vous offert » demanda-t-il, en s'approchant lentement des filles. « Quel est ce paiement plus dangereux qu'une balle ?» Le regard d'Ayoka devint intense, perçant. « Le savoir !» Elle prononça le mot comme s'il s'agissait de quelque chose de précieux, de dangereux. « Le savoir sur les hommes qui chassent, le savoir sur les plans qu'ils ont, le savoir dont vous avez besoin pour survivre. » Elle fit une pause. Ses yeux cherchèrent les siens, et le savoir sur nous, sur les Cherokees, sur la terre. Un troisième coup de feu, cette fois si proche que Johannes entendit le sifflement de la balle dans l'air. Il se jeta au sol, entraînant les filles avec lui.
Ils atterrirent dans la poussière sous la fenêtre, les cœurs battant la chamade. Dehors, il entendit des voix, rauques et triomphantes. « Berger, sors, on sait que tu les as !»« Tu vois ?» murmura Ayoka, son souffle chaud à son oreille. « Ils savent que nous sommes ici. Ils savent que vous nous protégez, et ils ont peur. » Johannes la fixa. Peur ? Les hommes avec les fusils qui tournaient autour de son ranch comme des oiseaux de proie, ils avaient la supériorité numérique, ils avaient les armes, ils avaient l'impunité de leur côté. De quoi ont-ils peur? Le sourire d'Ayoka était amer. Peur que vous ne soyez peut-être pas l'homme qu'ils craignent. Peur que vous soyez peut-être l'homme que nous craignons. Les mots planaient dans l'air étouffant entre eux. Johannes sentit un froid qui n'avait rien à voir avec la chaleur dehors lui courir dans les veines. C'était un homme qui avait tout perdu 20 ans plus tôt. Sa famille, sa terre, sa foi en l'humanité. Il s'était enterré là-bas, dans le désert, espérant que le monde l'oublierait. Et maintenant, ses 4 filles étaient venues, avec leur savoir et leur peur, et l'avaient forcé à sortir de sa tombe autoconstruite. « Que voulez-vous de moi ?» demanda-t-il doucement, en se levant lentement et en épiant par la fenêtre. Dehors, il voyait les silhouettes indistinctes des hommes, cachés derrière les rochers et les buissons. « Qu'attendez-vous que je fasse ?» Ayoka se leva aussi, ses mouvements fluides, élégants malgré le danger. Les autres filles suivirent son exemple, formant un demi-cercle autour de lui. C'était comme si elles lui offraient une protection au lieu de lui en demander. « Nous attendons que vous choisissiez, monsieur Berger, » dit-elle d'une voix soudainement ferme et claire. « Entre ce que vous étiez et ce que vous pourriez être. » Un 4e coup de feu. Cette fois, il toucha le toit. Le bois éclata, la poussière tomba en pluie. Johannes sursauta, mais il ne recula pas. Il fixa les 4 filles, leur visage déterminé et sans peur. Il ne voyait plus de simples fugitifs, il voyait 4 jeunes femmes qui se battaient pour leur vie. Il voyait 4 êtres humains qui lui offraient quelque chose qu'il croyait perdu depuis 20 ans. Une chance. « Et si je choisis pour vous ?» demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. Qu'arrivera-t-il alors? Les yeux d'Ayoka s'illuminèrent, comme si elle avait déjà deviné sa décision. « Alors, dit-elle, nous combattrons ensemble, et nous vaincrons ensemble, ou nous tomberons ensemble. » Dehors, un cri retentit. Les voix se rapprochèrent, plus impatientes. Le temps était écoulé. Johannes savait qu'il devait se décider, immédiatement. Il pouvait barrer la porte et espérer que les hommes perdraient intérêt. Il pouvait chasser les filles dehors et espérer qu'elles s'échappent seules. Ou il pouvait rester, combattre, et mourir pour 4 personnes qu'il n'avait jamais vues quelques heures plus tôt. Il s'approcha de la fenêtre, posa une main sur le cadre frais. Dehors, le monde était fait de chaleur et de danger. Dedans, il y avait 4 paires d'yeux qui le fixaient, pleins d'espoir et de peur. 20 ans de solitude. 20 ans pendant lesquels il n'avait pensé qu'à lui-même. Maintenant, dans ce moment de décision, il ressentait quelque chose qu'il avait presque oublié. La responsabilité. « Restez ici, dit-il d'une voix ferme. Ne bougez pas. Et quoi qu'il arrive, ne criez pas. » Il se tourna, alla vers le mur où son vieux fusil était accroché. Ses doigts se refermèrent sur la crosse fraîche. Le poids était familier, rassurant. Il ne l'avait pas utilisé depuis 20 ans, mais les mouvements lui étaient devenus naturels. Il chargea lentement le fusil, sans bruit, les cartouches cliquotant doucement dans le silence de la hutte. « Monsieur Berger !» La voix de la plus jeune fille était anxieuse, incertaine. « Qu'est-ce que vous faites maintenant ?» Johannes la regarda, dans ses grands yeux sombres, pleins de confiance et de peur. Il pensa aux 20 ans de solitude, aux étendues vides d'or, à la promesse qu'il avait faite et brisée il y a longtemps. Il pensa aux 4 filles qui lui avaient offert une 2e chance. « Maintenant, » dit-il, en allant vers la fenêtre et en déverrouillant le verrou, « je combats. » Les hommes le fixèrent, leur visage masqué dans la lumière éblouissante.
L'un d'eux, un grand homme large d'épaules au visage marqué de cicatrices, fit un pas en avant. « Berger, dit-il, sa voix rauque et menaçante, donne-nous les filles, c'est ta seule chance. » Ioannes leva le fusil, visa droit dans la poitrine de l'homme. Son cœur battait la chamade, mais sa main était calme. Il sentit la chaleur brûler sa peau, la poussière picoter ses poumons. Il sentit les yeux des 4 filles posés sur son dos, pleins d'espoir et de confiance. « Les filles, dit Ioannes, d'une voix claire et ferme qui perça à travers la chaleur, restent ici. Et vous, vous partez. Maintenant. » L'homme à la cicatrice rit un son court et amer. « Hein, toi seul contre nous? Tu es fou, vieil homme. » Ioannes sourit pour la première fois depuis 20 ans, un vrai sourire. « Peut-être, dit-il, mais je n'ai plus rien à perdre. » Il pressa la détente. Le coup de feu résonna dans la plaine, une détonation nette et perçante qui brisa le silence du soleil de midi. Et avec ce coup de feu, commença non seulement un combat pour la survie, avec ce coup de feu commença aussi un combat pour l'âme d'un homme qui croyait l'avoir perdu depuis longtemps. La balle toucha le sol devant les pieds de l'homme à la cicatrice, faisant jaillir de la poussière et des petits cailloux. Il bondit en arrière, ses yeux grands d'étonnement et de peur soudaine. Les autres hommes reculèrent aussi, leurs fusils s'abaissèrent involontairement. Pour un instant, régna le silence. Seul le grillement des grillons et le bruit lointain du vent remplissaient l'air. « Tu veux donc combattre » siffla l'homme à la cicatrice en relevant lentement son arme. « Alors tu combattras aussi. » Il leva son fusil, visa Ioannes. Les autres hommes suivirent son exemple, leur regard dur et déterminé. Ioannes se tenait seul dans l'encadrement de la porte, le dos à la hutte, le fusil en position de tir. Il sentait la chaleur brûler sa peau, son cœur battre contre ses côtes. Il pensait aux 4 filles à l'intérieur, à leur visage anxieux, à leur confiance. Il pensait aux 20 ans de solitude, aux étendues vides, à la promesse brisée. Et il savait que c'était nos moments où il devait décider. Voulait-il continuer à être un homme qui vivait dans le passé, ou voulait-il être un homme qui se battait pour l'avenir? « Oui, » dit Ioannes d'une voix ferme, en serrant plus fort son fusil. « Je veux combattre. » Il pressa la détente. Le deuxième coup de feu résonna dans la plaine. Et avec ce coup de feu, commença non seulement le combat pour la survie. Avec ce coup de feu, commença aussi le combat pour l'âme d'un homme qui croyait l'avoir perdu depuis longtemps. Et personne ne savait s'il survivrait. Personne ne savait si les 4 filles survivraient. Mais une chose était sûre, le soleil de midi était témoin. Et il serait impitoyable. Le deuxième coup de feu n'atteignit pas l'homme à la cicatrice dans la poitrine comme Ioannes l'avait attentionné, mais n'érafla que son bras supérieur. Un cri de douleur résonna dans la plaine, suivi d'un juron furieux. Les autres hommes, d'abord surpris par la détermination de Ioannes, retrouvèrent rapidement leur attitude agressive. Leurs fusils se relevèrent à nouveau, cette fois avec une précision plus mortelle. « Feu !» hurla le chef, en dirigeant sa propre arme sur Ioannes. « Tuez le vieil homme et apportez les filles !» Ioannes se jeta à terre, roulant derrière un gros rocher à côté de la hutte. Des balles sifflèrent au-dessus de sa tête et frappèrent le mur de bois de la hutte. Il entendit les filles crier à l'intérieur, mais elles respectèrent ses instructions de ne pas crier. Leur peur était presque palpable, mais aussi leur confiance en lui. « Traître !» cria l'un des hommes, en changeant de position pour obtenir un meilleur angle de tir. « Tu protèges ces sauvages, tu es pire qu'eux !» Ioannes respira profondément, tout en rechargeant son fusil. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de colère et de frustration. 20 ans il avait vécu en paix, avait ignoré le monde extérieur. Et maintenant, il se retrouvait dans une guerre qu'il n'avait jamais voulu. Il épia par-dessus le rocher, vit les hommes s'approcher prudemment, leurs fusils toujours en position de tir. Soudain, la porte de la hutte s'entr'ouvrit. Ayoka sortit, ses yeux calmes mais déterminés. Dans ses mains, elle ne tenait pas une arme, mais un petit objet relié de cuir, un livre. « Arrêtez !» cria-t-elle d'une voix étonnamment forte et claire qui portait à travers la plaine. « Arrêtez de vous battre! Vous ne savez pas ce que vous faites !» Les hommes hésitèrent, déconcertés par l'apparition de la jeune fille. Le chef abaissa légèrement son fusil, ses yeux se rétrécissant avec méfiance. « Qu'est-ce donc ça? Que veux-tu, Squawk ?»
Ayoka sortit complètement de la hutte, sa posture droite et digne. Les autres filles la suivirent, formant une chaîne protectrice devant la porte. Leur visage était marqué par la peur, mais aussi par une détermination inébranlable. « Nous ne sommes pas des sauvages !» dit Ayoka d'une voix ferme. « Et nous ne sommes pas vos ennemis. Nous sommes votre seul espoir !» Le chef rit amèrement. « Espoir! Vous n'êtes que 4 filles. Que pouvez-vous bien contre nous ?» Ayoka ouvrit le livre dans ses mains. Johannes le reconnut maintenant. C'était un vieux journal relié de cuir, les pages jaunies et fragiles. « Ceci est le journal de Thomas Grayson, l'homme qui a acheté cette terre à vos pères il y a 20 ans, l'homme qui a été trompé, l'homme que vous avez assassiné. » Le silence. Un silence lourd et oppressant s'abattit sur la plaine. Même les grillons semblaient avoir cessé de griller. Johannes fixa Ayoka. Son cœur battait la chamade. Thomas Grayson. Le nom était comme un coup de poing. Il connaissait ce nom. Il l'avait entendu il y a 20 ans, juste avant que tout ne s'effondrât. « C'est un mensonge !» hurla le chef, mais sa voix sonnait incertaine. « Grayson est mort il y a des années, dans un accident. »« Pas un accident, » contredit Ayoka calmement. « Un meurtre. Vos pères l'ont assassiné parce qu'ils voulaient révéler la vérité sur l'achat de la terre, parce qu'ils pouvaient prouver qu'ils avaient volé la terre aux Cherokees. » Elle leva le livre. « Tout est ici. Ses notes, les preuves, la vérité. » Johannes sortit lentement de sa cachette, son fusil toujours en position de tir, mais maintenant plus dirigé vers les hommes. Dans une posture défensive, il vit l'incertitude dans les yeux des hommes, vit comme il se sentait mal à l'aise sous le regard des filles. Il vit la vérité dans les paroles d'Ayoka, une vérité qu'il avait pressentie il y a 20 ans, mais n'avait jamais pu prouver. « Qu'est-ce que tu essaies d'accomplir ?» bégaya le chef, son arme s'abaissant davantage. « Que veux-tu de nous ?» Le regard d'Ayoka se tourna vers Johannes, puis revint vers les hommes. « Nous voulons la justice, dit-elle. Nous voulons que la vérité soit révélée, et nous voulons que vous cessiez de nous chasser. Pas seulement nous, tous les Cherokees de cette terre. » Elle fit une pause. Sa voix devint plus douce, mais pas moins déterminée. « Nous savons que vous avez peur. Peur de la vérité. Peur du passé. Mais le passé vous rattrape toujours. Et si vous ne cessez pas de vous battre, il vous détruira. » Les hommes gardèrent le silence. Leurs visages étaient des masques de colère, de peur et de confusion. Johannes sentit la tension dans l'air, dense et presque palpable. Il savait que c'était le moment décisif, le moment où les armes devaient se taire pour que les mots puissent parler. « Posez vos armes, » dit-il d'une voix ferme, en s'approchant lentement des hommes. « Posez-les et écoutez. Il est temps d'entendre la vérité. » Le chef hésita. Ses doigts se crispaient sur la crosse de son fusil. Johannes vit la lutte dans ses yeux, la lutte entre l'orgueil et la peur, entre la haine et une étincelle de raison. Lentement, très lentement, l'homme abaissa son fusil. Les autres hommes suivirent son exemple. Leurs armes tombèrent vers le sol. « Parle, » grogna le chef. « Dis-nous ce que tu sais. Mais sois averti. Si c'est un mensonge... » « Ce n'est pas un mensonge, » l'interrompit Johannes, « et je peux le prouver. » Il alla à la hutte, ouvrit un vieux coffre poussiéreux sous le lit. Dedans, enveloppé dans un tissu, se trouvait un autre livre, similaire à celui que Ayoka tenait dans ses mains. Le journal de Johannes. Le journal d'un homme qui avait tout vu, tout savait, et tout avait tu. Les jours passèrent, mais le calme était trompeur. Johannes savait que les hommes reviendraient. La vérité qu'il et les filles avaient révélée était trop dangereuse, trop destructrice pour les mensonges sur lesquels la vie de ces hommes était construite. Et ainsi, il se prépara, avec les 4 filles Cherokees, qui n'étaient plus maintenant seulement des réfugiés, mais des alliés. « Ils reviendront avec plus d'hommes, » dit Ayoka, tout en aidant à renforcer les défenses de la ranch. « Peut-être 20, peut-être plus. » Johannes hocha la tête, tout en vérifiant son vieux fusil. « Nous combattrons 20 hommes, ou plus. » Sa voix était calme, mais ses yeux trahissaient une détermination qu'il n'avait plus eue depuis 20 ans. « Je n'ai plus rien à perdre, et tout à gagner. »
Les plus jeunes filles avaient appris à manipuler des armes au cours des derniers jours. Leurs mouvements étaient encore incertains, mais leur volonté était de faire. Elles avaient non seulement appris à tirer, mais aussi à travailler ensemble, à se défendre comme si elles formaient une seule unité. « Nous sommes prêtes », dit la plus jeune, dont le nom était maintenant Tsiyi. « Nous ne fuirons plus. » Yohan posa une main sur son épaule. « Je le sais, et cela me rend fier. » Pour la première fois depuis des décennies, il ne sentit plus seulement le poids du passé, mais aussi l'espoir de l'avenir. Les hommes revinrent, comme prévu, le 7e jour. Cette fois pas à 4, mais par dizaines. Leurs cavaliers soulevèrent la poussière dans la plaine, leurs fusils scintillaient sous le soleil de l'après-midi. À leur tête chevauchait le chef, dont le braque est toujours en écharpe, mais dont les yeux brûlaient maintenant de haine et de vengeance. « Berger !» hurla-t-il, alors qu'ils s'arrêtèrent devant la hutte. « Sors, toi et ta progéniture indienne, c'est l'heure des comptes. » Yohannes sortit de la hutte, suivi des 4 filles. Ils formèrent une ligne devant la porte, leurs fusils en position de tir, leurs visages déterminés. La chaleur du soleil de midi brûlait leur peau, mais ils ne se laissèrent pas intimider. « Je vous ai dit de partir !» cria Yohannes. « Vous avez entendu la vérité. Pourquoi revenez-vous ?»« Parce que toi et ces sauvages avez détruit nos mensonges, » hurla le chef. « Parce que tu menaces notre vie, nos familles, notre existence. Nous ne permettrons pas qu'un vieil homme et 4 squaws détruisent ce pourquoi nous avons travaillé. »« Votre existence est construite sur des mensonges, » répliqua Ayoka d'une voix ferme. « Et les mensonges s'effondrent toujours, tôt ou tard. »« Assez parlé !» Le chef leva son fusil. « Feu! Tuez-les tous !» Les premiers coups de feu retentirent. Des balles sifflèrent dans l'air, frappèrent le mur de bois de la hutte, le sol, les rochers. Yohannes et les filles se jetèrent au sol, ripostant. Leur combat était désespéré, mais pas sans espoir. Ils connaissaient le terrain, ils connaissaient les possibilités de couverture, et ils se battaient pour quelque chose en quoi ils croyaient. « Berger !» hurla-t-il, alors qu'ils s'arrêtèrent devant la hutte. « Sors ! Toi et ta progéniture indienne, c'est l'heure des comptes !» Yohannes sortit de la hutte, suivi des 4 filles. Ils formèrent une ligne devant la porte, leurs fusils en position de tir, leurs visages déterminés. La chaleur du soleil de midi brûlait leur peau, mais ils ne se laissèrent pas intimider. « Je vous ai dit de partir !» cria Yohannes. « Vous avez entendu la vérité. Pourquoi revenez-vous ?»« Parce que toi et ces sauvages avez détruit nos mensonges !» hurla le chef. « Parce que tu menaces notre vie, nos familles, notre existence. Nous ne permettrons pas qu'un vieil homme et 4 squaws détruisent ce pourquoi nous avons travaillé. »« Votre existence est construite sur des mensonges, » répliqua Ayoka d'une voix ferme. « Et les mensonges s'effondrent toujours, tôt ou tard. »« Assez parlé !» Le chef leva son fusil. « Feu ! Tuez-les tous !» Les premiers coups de feu retentirent. Des balles sifflèrent dans l'air, frappèrent le mur de bois de la hutte, le sol, les rochers. Yohannes et les filles se jetèrent au sol, ripostant. Leur combat était désespéré, mais pas sans espoir. Ils connaissaient le terrain, ils connaissaient les possibilités de couverture, et ils se battaient pour quelque chose en quoi ils croyaient. « Ayoka !» cria Yohannes, tout en rechargeant son fusil. « Prends les autres et fuyez, je les retiens !» Non. La réponse d'Ayoka fut immédiate et déterminée. « Nous combattons ensemble, comme nous l'avons promis. » Un coup de feu atteignit Yohannes à l'épaule. Il gémit. Le sang suintait à travers sa chemise, mais il ne se laissa pas détourner. Il riposta, toucha l'un des assaillants, qui tomba avec un cri. Les filles se battaient à ses côtés, leurs tirs précis, leurs mouvements habiles. « Nous ne pouvons pas tenir éternellement !» cria Tsi, alors qu'elle se mettait à l'abri derrière un rocher. « Ils sont trop nombreux !» Yohannes savait qu'elle avait raison. Ils étaient en infériorité numérique, mais il n'abandonna pas. Il n'abandonnait jamais. Plus maintenant. Pas après avoir enfin trouvé quelque chose pourquoi cela valait la peine de se battre. Soudain, alors que l'espoir commençait à s'estomper, un corps lointain retentit. Un signal long et clair qui résonna à travers la plaine. Les hommes hésitèrent. Leurs attaques diminuèrent, tandis qu'ils regardaient avec confusion dans la direction d'où venait le bruit. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda l'un des assaillants avec incertitude. « Qui arrive là ?» Yohannes scruta l'horizon. Un nuage de poussière traversait la plaine, de plus en plus proche. Et puis, il les vit. Des cavaliers,
des dizaines de cavaliers venant de l'Esque. À leur tête chevauchait un homme en uniforme qu'il reconnut immédiatement. L'uniforme d'un marshal des États-Unis. « Les autorités fédérales !» murmura Ayoka, ses yeux grands de soulagement. « Ils ont dû recevoir notre message. » En effet, après le départ des hommes, Johannes et les filles avaient envoyé un message aux autorités fédérales les plus proches, avec les journaux et les preuves de la fraude et du meurtre de Thomas Grayson. Ils ne s'attendaient pas à ce que l'aide arrive si vite, mais elle était là. « Posez toutes les armes !» cria le marshal lorsque ses troupes atteignirent le ranch. « Au nom de la loi !» Les hommes hésitèrent. Puis, voyant la supériorité numérique des autorités fédérales, ils abaissèrent lentement leurs armes. Le chef fixa Johannes, son visage était un masque de haine et de frustration. « Ce n'est pas la fin, berger, » grogna-t-il. « Nous nous reverrons, et alors personne ne sera là pour t'aider. »« Peut-être pas, » répondit Johannes calmement, tout en posant sa main sur son épaule ensanglantée. « Mais alors je serai prêt, et je ne serai plus seul. » Les hommes furent arrêtés, leurs armes confisquées. Le marshal et ses hommes s'occupèrent des blessés des deux côtés. L'épaule de Johannes fut soignée. La blessure était profonde, mais pas mortelle. « Vous avez fait preuve de courage, monsieur Berger, » dit le marshal, tout en terminant son bandage. « Et vous avez révélé la vérité. C'est plus que ce que la plupart des gens font dans leur vie. » « J'avais de l'aide, » répondit Johannes en regardant les 4 filles qui se tenaient à côté de lui. « Sans elles, je n'y serais jamais parvenu. » Les jours suivants passèrent dans un tourbillon d'activités. Les autorités fédérales prirent en charge l'enquête. Les preuves furent sécurisées, les hommes inculpés. L'histoire de Thomas Grayson et de la terre volée se répandit, choqua la communauté et força beaucoup à reconnaître la vérité sur leur passé. Johannes et les filles restèrent à la ranch, qui n'était plus un lieu de solitude, mais un refuge de vérité. Les gens venaient et partaient, apporter de la nourriture, du soutien, simplement pour voir, pour entendre, pour comprendre. « Les gens changent ?» dit Ayoka un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble sur la véranda et que le soleil se couchait. « Lentement, mais ils changent ?»« Oui, » acquiesça Johannes, « la vérité a ce pouvoir. Elle ne guérit pas seulement les blessures, elle guérit aussi les hommes. » Il regarda les 4 filles qui étaient maintenant comme une famille pour lui. Ayoka avec sa sagesse et son leadership, Tusaï avec sa jeunesse et son courage, et les 2 autres dont il connaissait et appréciait maintenant les noms. Elle ne lui avait pas seulement sauvé la vie, mais lui avait aussi rendu ce qu'il avait le plus perdu, son humanité. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda Tusaï. « Quand l'enquête sera terminée, quand les hommes seront condamnés ?» Johannes sourit. « Alors nous vivrons, honnêtement, et ensemble. » Il fit une pause, regarda autour de lui. « Si vous voulez rester, ceci est maintenant aussi votre maison. » Les filles hochèrent la tête. Leur visage rayonnait de joie et de soulagement. « Nous restons, » dit Ayoka au nom de toutes. « C'est notre maison, et tu es notre famille. » Et ainsi commença un nouveau chapitre dans l'histoire de la ranch solitaire. Johannes Berger n'était plus seul. Il avait trouvé une famille, 4 jeunes femmes qui lui avaient montré qu'il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ, que le passé ne doit pas définir l'avenir, et que la solitude n'est qu'un choix que l'on peut faire ou pas. Les mois passèrent, la ranch prospéra. Les champs furent cultivés, le bétail soigné, la maison agrandie pour faire place à tous. Johannes enseigna aux filles tout ce qu'ils savaient sur la terre, la vie et la survie. Et elles lui enseignèrent la sagesse de leur culture, l'importance de la communauté, du respect, de l'harmonie avec la nature. « Tu as changé ?» dit Ayoka un jour, alors qu'ils étaient assis ensemble sur la colline qui autrefois était la tour de guet solitaire de Johannes. « Tu n'es plus l'homme qui a fui le monde. Tu es maintenant un homme qui vit dans le monde. Je te le dois. Vous m'avez montré qu'il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ, que le passé ne doit pas définir l'avenir. » Il regarda au-dessus des étendues de sa terre, qui n'était plus maintenant solitaire et vide, mais pleine de vie, pleine d'espoir. Le soleil de midi était haut dans le ciel. Sa lumière était chaude et accueillante. Il n'était plus un témoin impitoyable de sa solitude, mais un symbole de la chaleur et de la lumière qui était revenu dans sa vie. Je me demande ce que Thomas Grayson dirait s'il pouvait voir ce que c'est devenu, se demanda Johannes à voix basse. Il serait fier,
répondait Ayoka. Il dirait que sa mort n'a pas été vaine, que la vérité a triomphé, et que toi, Johannes Berger, tu es l'homme que tu aurais toujours dû être, un homme d'honneur, de vérité et de cœur. Johannes hocha la tête. Un sentiment de paix l'envahit qu'il n'avait plus ressenti depuis 20 ans. Le soleil de midi avait été témoin de sa solitude, et il avait été impitoyable. Mais maintenant il était témoin de sa communauté, de sa famille, de sa rédemption, et il était miséricordieux. « Oui, dit-il doucement, plus pour lui-même que pour Ayoka. Je pense qu'il dirait ça. » Et dans le silence du soleil de midi, sous le vaste ciel du Wyoming, Johannes Berger savait qu'il avait enfin trouvé le chemin du retour, pas seulement vers un lieu, mais vers lui-même. Et c'était la plus grande vérité de toutes. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un like et dites-moi dans les commentaires où vous vous trouvez. J'adore voir à quel point ces vieilles histoires de décisions impossibles et de deuxième chance parcourent le monde. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de récits de la frontière américaine, où la vérité et la rédemption vont de pair sous le ciel infini. À la prochaine, gardez vos cœurs ouverts aux possibilités que la vie vous offre. Parfois, ce sont celles qui comptent vraiment.